Allez, bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver. Aujourd'hui, on ne fera pas les émissions intraday comme on devrait faire habituellement, toujours pour les mêmes raisons. Je suis en total désaccord avec les mouvements qui sont face à moi et tout simplement, je ne veux pas en faire partie. Et comme lutter contre ces mouvements semble ne pas être possible, je pense qu'il ne faut donc rien faire pour ma part pour l'instant en intraday et vous proposer des scénarios que je ne traite pas. C'est clairement pas du tout la politique de la maison. Donc vous donner à manger alors que moi je ne mange pas cette bouffe, ça me semblerait un petit peu hors contexte. Donc on ne va pas faire d'intraday. Alors je dis, ça ne veut pas dire que l'intraday n'est pas possible, ça veut juste dire que dans mes convictions personnelles, c'est pas possible. Je ne peux pas acheter ce type de marché. S'il continue comme ça indéfiniment, bah, tout simplement j'en ferai pas partie. Hein. C'est pas grave, on n'a pas besoin de prendre tous les mouvements de marché. D'ailleurs, ce sera la thématique de l'émission d'aujourd'hui, puisque c'est celle qui me semble ancrée dans le thème. Euh, Soyez toujours rationnel avec ce que vous faites. Moi, je le suis. Actuellement, je ne peux pas suivre ce mouvement-là. Je ne le comprends pas, je le trouve stupide et je le trouve extrêmement dangereux quant aux implications futures qu'il va avoir. Maintenant, bah, face à ça, j'ai deux choix. Soit j'arrive à passer à travers et je me dis, bon, bah, je m'en fous, ça monte, j'achète et on verra bien le jour où ça tombe. Ce qui est sincèrement la stratégie probablement la plus profitable du moment, poser son cerveau et se dire fuck off, ça monte, les autres achètent, bon bah j'achète et puis on verra bien quand on se prendra tous la tarte du beurre qui va ressortir du bois. Moi je pense que c'est, comme je vous dis, dangereux parce que bah, c'est des schémas court-termistes de prise de risque qui sont conditionnés au fait qu'on sait tous que ça ne va pas durer, mais bon on ne veut pas savoir quand la musique s'arrête, on ne doit pas l'anticiper. Donc on va revenir aujourd'hui sur ces différentes psychologies, savoir où, dans quel contexte vous êtes. Donc, quelle est votre appréciation personnelle par rapport à tout ça? Si c'est la même que la mienne, sincèrement, je pense qu'il vaut mieux que vous ayez la même direction que la mienne, c'est-à-dire d'arrêter de toucher tout simplement les marchés qui sont liés à tout ça. C'est-à-dire, bah, malheureusement, beaucoup de marchés, puisque je vous dis, ça enlève une bonne partie du merdier, mais d'essayer de trouver parmi ce merdier celle où on peut essayer de trouver un petit peu de risque, c'est-à-dire celle qui, un petit peu de gestion du risque. C'est-à-dire celles qui ne sont pas totalement décorrélées de la réalité, comme le sont les marchés actions et surtout les marchés actions américains. Donc les marchés européens, bon ben, me semblent pas si irrationnels que ça, mais force est de constater que bah, ils ont eux aussi envie de prendre leur part du gâteau. Voilà, je montre le DAX, hein, donc qui est un cycle vendeur et qui bah, décide de s'offrir 8 séances de hausse avec la cassure d'un plus haut annuel, là aussi. Et pourquoi? Et on ne sait toujours pas. On ne peut pas justifier. Hein, voilà. Moi, ce qui m'amuse, c'est que, vous voyez, par exemple, voilà, les news, mais je trouve ça magique, en fait. Je devrais limite lire ça tout le temps. Donc là, voilà, par exemple, les marchés européens montent ce matin sur un optimisme de discussion commerciale entre la Chine et les États-Unis. Je ne peux pas vous titrer le nombre de fois que j'ai vu ce truc. C'est juste dingue. C'est-à-dire maintenant, aujourd'hui, ça monte parce qu'il y a de l'espoir sur les tensions commerciales. Quand ça baisse, c'est parce qu'il y a des craintes sur la croissance mondiale. Donc là, c'est le marché corrige sur crainte de croissance mondiale. Ah, le marché s'euphorise par rapport aux discussions sur les tensions commerciales. C'est juste absolument magique. C'est un coup en haut pour telle raison, et c'est toujours la même raison. Un coup en bas, ah bah c'est pour l'autre raison qui est toujours la même raison. Donc c'est bien des ranges, on est bien d'accord. Seulement, bah, normalement, dans des ranges, on doit quand même voir un petit peu les deux, sachant qu'on est dans un cycle vendeur. Normalement, on est supposé voir plus de ventes que d'achats. Mais la thématique du moment, c'est de dire ah non, 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 on ne vend pas. Les cycles vendeurs ne doivent surtout, surtout pas être payés. Moi, ça me semble extrêmement dangereux, puisqu'on est toujours dans des scénarios typiques de vague 4, c'est-à-dire qu'ici, bah, il est effectivement logique qu'on revienne chercher des résistances. Normalement, on cherche plutôt à les vendre ici et pas à les acheter, et je vois un marché qui cherche au contraire à tout faire pour ne surtout pas vendre ces résistances, alors qu'il n'a aucune raison de les franchir. Donc c'est ça qui est toujours gênant, hein. Moi, je ne vois pas de catalyseur qui permette de franchir ces résistances. Au mieux de rester dessous et d'essayer de végéter en espérant des nouvelles positives, accélérer sur les canaux de tendance, on l'a déjà fait 2 fois de suite et il me semble que c'est fini. On le voit bien, hein, première accélération, deuxième accélération, on arrive dans les contextes vendeurs, il n'y en aura pas de troisième. Et pourtant, ce matin, on en tente une nouvelle. En fait, il faut bien comprendre, on est dans des marchés où le temps, c'est de l'argent. C'est-à-dire que le temps bénéficie de toute façon au mouvement haussier. Ça, c'est pas nouveau, hein, qu'on soit bien d'accord. Mais le problème, c'est que bah, ça, c'est ce qu'on a dans un marché de type haussier, un marché acheteur. Dans un marché neutre, normalement, le temps bénéficie à rien du tout. C'est-à-dire que normalement, ça doit marcher dans les deux sens, ce qui, à la fois, dans le temps,
marcher uniquement à l'achat. C'est-à-dire que quand on hésite, dans le doute, c'est toujours la tendance qui prévaut, donc la tendance haussière. Là, comme il n'y a plus de tendance, qu'est-ce qu'on fait? On n'est pas encore officiellement en tendance baissière, ça demande d'aller plus bas que les 20% de baisse qu'on a fait partout. Mais on a des signaux qui sont négatifs. Donc des signaux négatifs et un optimisme sur les prix, normalement, ça fait un range. Sauf que ces ranges, on ne les voit pas. Donc moi, c'est ça qui me gêne. Les prix ne traduisent pas l'hésitation ambiante. Et ça, c'est pas très très bon signe. Parce qu'évidemment, on se décorrèle de la réalité. Et il y a une limite pour ça. Et tout le problème du moment, c'est de savoir quelle est cette limite. Est-ce que ce sera 11 900 sur le DAX et d'un coup on s'écroule et on se rend compte qu'au final c'est plus direction 9 600 que 12 200? Mais voilà, moi je ne comprends pas comment on peut revenir chercher cette zone de prix, la zone des décrochages en Allemagne, alors que les chiffres sont toujours extrêmement mauvais et que la direction continue de le rester. Donc en fait, si vous réfléchissez, la seule chose qui a changé là depuis une semaine, c'est le chiffre chinois de lundi. Là, on a une euphorie géniale depuis lundi qui permet de franchir des résistances. Les chiffres sont chinois et c'est le seul chiffre qui repasse au-dessus de 50 après 3 mois. C'est-à-dire que si vous faites la moyenne sur les 3 derniers mois, on est toujours en dessous de 50. Mais comme on a enfin un petit quelque chose de positif, évidemment, on en profite. Alors c'est très gênant parce qu'évidemment, ça c'est ce qui se produit dans une tendance haussière. Donc la grande question est donc de savoir est-ce qu'il y a réellement un range ou est-ce qu'on est toujours en tendance haussière? Le marché, lui, price la tendance haussière. Moi, je price le range. Donc, on n'est pas d'accord, moi et le marché. Ce qui fait que ça s'appelle de la gestion du risque. On revient toujours à savoir à quel moment je me fais la malle sur les marchés américains. Pour l'instant, je ne pense pas qu'il soit nécessaire de le faire. Sur le DAX, je ne peux pas vendre pour les raisons que je vous ai donc dit. C'est que malheureusement, comme Wall Street ne lâche rien, je ne suis pas surpris de voir le DAX ne rien lâcher. Et vous voyez que si je m'étais amusé à vendre le DAX ici, alors que ça avait été absolument logique de le faire, voilà, je me serais effectivement déjà pris un stop aujourd'hui. Donc, la logique ne fonctionne plus, la technique est secondaire. Aujourd'hui, la seule chose, c'est l'espoir. Donc, il faut un news flow positif, il faut donc que ça marche, c'est-à-dire que là, il faut beaucoup de choses pour que ce marché se maintienne. Il faut donc absolument aucun signal baissier, parce que là, tout signal de baisse, avalement baissier hebdomadaire par exemple, tout ça c'est mort, ça foutrait une merde, une pagaille pas possible. Donc il faut que ça monte. Comme ça monte, et que plus ça monte, plus on prend de risques, plus il faut que ça monte. Donc vous avez compris le principe, c'est les bons vieux schémas paraboliques que vous retrouvez d'ailleurs sur notre pote le DAX. Plus ça monte, plus il faut que ça monte, puisque évidemment on prend toujours plus de risques, et le risque doit donc rémunérer toujours plus. Là, ça fait donc déjà 2 fois qu'on arrache les contextes dans une tendance qui était déjà mature. C'est-à-dire que... Alors maintenant, il y a tendance haussière, on est bien d'accord. Donc c'est le 3e schéma ici sur le DAX. Donc il faut absolument revoir tous les schémas de vente en cours sur ces indices, puisqu'on a donc ici un schéma en 5 vagues et qui ne correspond pas avec un schéma de reprise baissière. Donc je ne sais pas quoi faire de ces marchés, qu'on soit bien d'accord. Je ne sais pas cadrer ces marchés, raison pour laquelle, pour l'instant, je préfère ne pas les toucher, parce que pour moi, on ne devait pas franchir cette résistance. Mais j'ai bien senti la quenelle arriver, donc je me suis dit, je ne vais pas vendre le DAX hier. Effectivement, je pense que c'était un bon choix. Donc, je ne touche pas, parce que je ne peux rien toucher, je ne comprends rien. Pour moi, ça, c'est pas normal. On ne devrait pas faire ce genre de truc après 2 vagues de conso et des breakouts baissiers. Pour moi, il y a tendance baissière, et on ne fait pas tendance baissière, tendance haussière. Ça n'existe pas. Voilà. Donc, voilà, moi je ne comprends pas, et pour l'instant, donc, je préfère rester à l'écart de tous les scénarios, qu'ils soient intraday, swing et compagnie sur le DAX. J'ai toujours des ventes sur le DAX, à peu près par là. Celles-là, je les garde, je gère le risque pour l'instant sur ces ventes. Je vois absolument aucune raison de s'inquiéter. Les tailles de position sont minimes pour l'instant. Je ne m'expose pas trop sur la zone euro puisque je ne peux pas la lire. Alors Wall Street, je ne peux pas la lire, c'est plus qu'un euphémisme ici. Donc c'est plus qu'illisible. Je dis, là, je suis obligé de prendre de la gestion du risque parce que je ne comprends pas comment on peut arriver à de tels niveaux de complaisance. Pareil, on est dans des cycles vendeurs, c'est-à-dire que la cyclicité ici, normalement, est en faveur des vendeurs, qu'on ne voit donc absolument pas depuis le début de ces cycles, mais ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas là. Je pense tout simplement que les vendeurs attendent tous d'un coup et qu'ils vont évidemment arriver tous d'un coup. Donc là, le cycle vendeur, il est en place depuis ici, c'est-à-dire que là, depuis ici, on est dans un cycle vendeur qui tente d'être cassé. Ce qu'on voit, c'est que les breakouts ne prennent absolument pas. Donc là, on est sur des faux breakouts, c'est-à-dire on vient chercher les targets et elles ne sont pas spécialement débordées. Donc pour l'instant, il n'y a rien. C'est si on venait à accélérer ici comme des oufs, que là, pour le coup, il y a tendance haussière. Mais tendance haussière sans consolidation après 1, 2, 3, 4, 5, 6 tentatives de breakout, pour moi, ça colle pas. C'est-à-dire que là, il y a un problème clairement, c'est qu'on ne price pas le risque. Et en général, quand on fait ça, c'est que le risque, on va tout pricer d'un coup. C'est-à-dire que notre cycle bear, on va l'avoir
en express. C'est ce que je maintiens, hein. C'est-à-dire que là, dès que ça chie, je pense qu'on retourne là, direct. Évidemment, ça va surprendre tout le monde, hein, et ça fait quand même un bon 10% de baisse, hein. Voilà. Donc, c'est de se dire, si on enfle 10% à Wall Street, il ne faudra pas venir se plaindre, c'est tout à fait logique et c'est même tout à fait normal. En fait, tout part en vrille depuis cette zone-là, c'est-à-dire, alors qu'est-ce qu'il y avait ici, je ne sais plus. Qu'est-ce qu'on avait fait en février? Je ne sais plus, mais on le voit bien. À partir de là, c'est là où il faut consolider, mais non, on ne consolidera pas. On fait donc des schémas complètement fous de prise de risque volatile, donc d'écartement de la volatilité. Ça, c'est pas bon signe, hein, encore une fois, parce que des biseaux d'élargissement comme ça, alors il est encore très potentiel ce biseau d'élargissement, mais je pense sincèrement que la direction se trouve là. Maintenant, il faut le faire en 2 vagues, et vous avez vu que quand ça baisse, en général, ça baisse relativement vite. Le cycle haussier ici dure beaucoup plus longtemps que le cycle baissier. Là, on est peut-être en train de faire le ABC, hein, à la hausse et ABC à la baisse, très rapide à suivre normalement derrière. Je vous rappelle toujours que là, compter du 12-15 avril, ça va commencer à chier dans la colle. Donc pour l'instant, les mecs s'amusent, ils essaient de voir jusqu'où ils peuvent aller. Je vous l'ai dit, il faut accepter ça et se dire que plus on va se rapprocher des différentes échéances de volatilité, plus ça va commencer à crisper. Et évidemment, si jamais vous avez encore des Goldman et autres qui décident de piéger les vendeurs de volat, c'est-à-dire de les foutre à la porte avant l'expiration des contrats, ils vont être sacrément emmerdés. Et moi, honnêtement, je vous dis, je sens la merde pour le rollover. C'est-à-dire que le rollover commence donc le 15 et se termine le 17. J'ai comme l'impression que quand il va y avoir les 2 contrats en juxtaposition, tous ceux qui sont malheureusement positionnés sur l'ancien contrat vont se voir un énorme gap sur les prix et évidemment Goldman va probablement pousser tous ceux qui sont sur l'échéance précédente à la porte. Donc on va voir un peu le truc, mais je pense sincèrement que ça c'est la zone où ici on sera déjà sur les supports, hein. Donc pour l'instant, moi je dirais plutôt le schéma, ce serait de dire un petit regain de volate dans les prochains jours. Voilà, on remonte, hein, parce qu'il n'y a pas de raison. Oui, c'est-à-dire normalement on va essayer de tenir cette zone-là, on va peut-être la pré-briser un tout petit peu, hein. Voilà, et normalement la deuxième vague devrait suivre derrière, donc 2 vagues de baisse, un peu comme on avait fait là, hein, une première épidermique qui vient casser le support, ça rebondit un peu, et là boum, je pense normalement le deuxième cycle. Donc vous prenez ça, hein, de toute façon vous prenez ça et vous faites un copier-coller en fait de ce schéma-là, mais de manière un peu plus accélérante. C'est-à-dire normalement, alors là on va faire, comment j'aimerais, bon, c'est de donner des cadres, hein, d'accord? C'est-à-dire que dans le cadre incompréhensible ici, je vois juste un cadre d'augmentation du risque, d'augmentation de la volate. D'accord. Donc là, ça avait pris ça. Normalement, on augmente de 1,618. Donc ça fait... Ouais, ça nous fait à peu près ça, voilà. C'est-à-dire, normalement, ce cycle-là, on devrait le terminer... Il n'a pas encore commencé déjà, hein, mais quand on le commencera, normalement, il va se terminer, bon, probablement vers notre rollover. C'est-à-dire le moment où, normalement, la volate sera la plus tendue. Après, ici, moi, je ne suis pas non plus extrêmement bear. Ici, il faudra des catalyseurs baissiers pour sortir du truc. Je pense encore une fois qu'il ne faut pas voir les choses en ligne droite, mais dire que les phases accélérantes seront évidemment bien plus rapides que les phases haussières. Et derrière, j'attends de voir qu'est-ce qu'on fait. Est-ce qu'on réagit comme ça avant de s'effondrer ou pas? D'accord? Mais donc pour moi, il y aura une gestion du risque ici. Il y aura un TP obligatoire là, si jamais. Mais je pense que dans cette zone-là, il faudra quand même faire attention, hein. Il y a bien des supports et vous avez bien compris que Wall Street fait tout pour défendre. C'est là où il y a le plus de volume. Sur la phase de hausse, on va regarder juste la phase haussière. Hop, pour n'avoir que son volume. Ok, donc non, même pas, hein. Vous voyez que là, pour le coup, de toute cette phase de hausse, là où il y a le plus de volume, c'est en haut. Alors ça, c'est jamais très bon signe. Ça veut dire que les bougies qu'on constitue ici en mensuel et trimestriel ont du volume en haut et il vaut mieux pas que ça baisse, parce que si ça baisse, ça veut dire qu'ici, on a des vendeurs qui prennent la main. Mais tout est affaire d'unité de temps. Je pense tout simplement que les vendeurs swing sont déjà en position et patientes, ou tout simplement attendent un signal de prix évident et non discutable. Donc, ils sont peut-être en train d'anticiper, et puis tout simplement, une fois que le signal arrive, je dis toujours, moi je préfère prendre le camp de ceux qui tradent sur l'unité supérieure. La stratégie, elle est orientée pour ça d'ailleurs. C'est pour ça que je vous mets des canaux de contexte et tout ça, pour que vous ayez la vision de ce que voient les utilisateurs au-dessus de vous, les traders au-dessus de vous, ceux qui tradent des unités de temps plus grosses. Parce que par définition, normalement, c'est toujours les swing traders, et plus vous allez à long terme, plus normalement, c'est là que la rationalité impose sa loi à la bêtise qu'on peut avoir à court terme. Parfois. Donc là, moi j'ai toujours raison de penser que normalement, c'est les swing traders ici qui vont gagner et les swing traders sont plutôt en train de chercher des ventes. Donc,
Pour moi, je préfère me positionner dans leur sens à eux, même si pour l'instant, les traders à court terme ne veulent rien lâcher sur cette tendance haussière. Et me faire croire que les swing traders sont à l'achat, ça, je n'y crois pas une seule seconde. Ils sont tous soit en train d'attendre des pullbacks, d'accord, mais certainement pas en train d'acheter à travers des résistances, ça m'étonnerait. Donc pour l'instant, on essaie de voir jusqu'où on va avant de voir si on retourne chercher des traders à l'achat. Et surtout, est-ce qu'ils vont arriver, ces traders à l'achat? C'est la grande question. Donc je reste vendeur à Wall Street pour l'instant. La séance d'aujourd'hui, évidemment, ne va pas du tout dans le sens de ce que je voudrais. C'est-à-dire que j'aurais bien aimé qu'on se dirige à la baisse au lieu de continuer. Mais je ne suis pas spécialement surpris. Donc c'est la clôture de cette journée qui va m'intéresser. D'accord, aujourd'hui, puisque là, sincèrement, on est en ce moment sur des choses un peu rocambolesques en termes de prix à Wall Street. Donc là, on atteint les zones, fameux, les 90% de retracement. Là, on est en train donc de déborder la bêtise, de tester les zones donc de bêtise de la fin d'année, du début d'année 2018. Donc là, ici, à l'époque, c'était n'importe quoi. On voit la façon dont ça s'était terminé. Là, pour l'instant, ces niveaux sont donc de nouveau considérés comme acceptables. Je vous remets quand même dans le contexte ici, c'était tax plan forever, on est trop fort, les entreprises sont juste géniales, elles produisent un max de bénéfices. Là c'était, quand même, on commence à avoir des petits problèmes d'inflation qui n'arrivent jamais alors que les entreprises sont supposées faire des bénéfices. Et en plus de ça, on commence à se rendre compte qu'il y a des problèmes sur la croissance. Donc bon, là quand même ça se dégrade. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on se dit? Je sais pas. Voilà. Moi, je ne comprends pas ce qui. Alors, le deal sino-américain, oui, le deal sino-américain, c'est ça, et ça, c'est la Fed, et ça, c'est quoi? Voilà. Moi, c'est ça le truc, c'est de dire, je comprends les cycles, la Fed, je peux comprendre encore une fois, même si c'était quand même un peu surpricé et très mal interprété par le marché. Ça, c'est quoi? Voilà. Moi, je ne comprends pas. Ça, c'est pour moi le mouvement spéculatif qui sort complètement des cadres techniques. Ça, effectivement, ça pouvait être tout à fait des signaux vendeurs normaux. Et à partir de là, je pense qu'on est en train de quitter le sol. Soit des mouvements spéculatifs, soit des choses que je ne comprends pas. Mais ne pas comprendre, ça veut dire on prend ça en chaos, en partie chaos d'une stratégie de trading, donc en gestion du risque, et malheureusement, ça a une limite. Toujours le même discours qu'hier, malheureusement, donc pour le swing, obligé de serrer les fesses en tant que vendeur. Je ne comprends pas, donc je ne veux surtout pas faire partie de ces mouvements. Ils ne sont absolument pas remis en question, donc vous voyez qu'il n'y a aucune consolidation, donc ça convient à tout le monde, les volumes s'effondrent et personne ne se pose de questions. On pousse donc à la divergence, ce qui veut dire que là, on est bien sur une tendance. Il n'y a même pas de remise en question. Voilà. C'est-à-dire que pour l'instant, on est donc en train de faire des schémas divergents. Alors même pas, non, en fait, je vous dis, ça ne diverge pas, mais ça relance systématiquement ces tendances haussières. Donc là, on n'est même pas encore donc, dans la phase de divergence. Donc là, théoriquement, ça continue de monter. C'est-à-dire que là, on doit continuer de monter jusqu'à ce que les mecs soient allés un peu trop loin pour faire une divergence. Derrière, normalement, consolidation et excès. Ça, c'est la théorie, c'est-à-dire dans un marché normal, soutenu, avec une tendance, pour moi, logique. Dans ce marché-là, je pense qu'on peut être prêt à tout. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on fait ça que dans 2 jours, on n'est pas là. Voilà. Aujourd'hui, je pense que tout est possible et que tout simplement, plus personne n'y comprend rien, sauf si on vous trade à court terme, c'est-à-dire vous essayez de suivre des schémas de cadrage de prix à très court terme, qui pour moi me semblent complètement illisible. Il n'y a rien, en fait. Il n'y a aucune technicité dans ce marché, même à court terme. Je veux dire, je ne peux pas trouver de structure dans ces marchés-là. Du coup, en fait, ça revient à dire, bon, le mouvement est pour casser du bear, donc vaut mieux faire des achats. C'est ça le raisonnement, en fait, qu'il faut avoir. Il faut dire, on ne sait pas à quoi ça ressemble ce truc, mais on va essayer de plutôt jouer les achats. Donc ça revient à dire, quand on teste un support, on l'achète, on met un stop au support précédent et on espère que, encore une fois, on aille racler les vendeurs toujours plus haut. Est-ce que c'est justifié ? Clairement non. Est-ce qu'il y a des contreparties de cette distorsion ailleurs? Non, tout le monde avance de la même façon, sauf l'économie. Voilà. C'est ça la réalité. C'est de dire là aujourd'hui, vous regardez l'USD-Yen, vous regardez tous les marchés qui sont corrélés au risque, ils sont tous en faveur d'une prise de risque absolument no limite, alors que le risque est bien là. Voilà. Il n'y a toujours pas de deal, il n'y a pas de deal avec le Brexit, il y a toujours le ralentissement économique, la croissance elle est toujours divisée par 2 par rapport à ce qu'elle était il y a 1 an de ça, et les marchés montent. Voilà, vous m'expliquez, moi je ne comprends pas comment on peut prendre du risque dans ces conditions-là, mais clairement, moi et le marché, on n'est pas d'accord, donc pour l'instant, moi ça nécessite une pause sur tous les scénarios swing, sauf pour ceux qui sont en cours, mais je ne traite plus rien, voilà, je ne vais plus prendre de position nulle part.
puisque pour moi ça ne fait aucun sens. Je vous montre les Chinois, on va quand même regarder aussi chez eux. Donc on arrive toujours sous des niveaux de résistance, mais on a bien compris que le thématique du moment c'était de casser absolument tous les sentiments vendeurs. Donc là on a quand même un gap dans la tendance, c'est-à-dire là on a bien un gap et des accélérations baissières, des breakouts. Normalement ces gaps ne sont pas refermés, c'est-à-dire que normalement cette tendance ici, soit elle est déjà terminée, mais il faudra m'expliquer comment on n'a pas réussi à aller plus bas ici, parce que normalement la vague 5 doit obligatoirement aller plus bas que la 4, et ça c'est pas un pullback. Donc là il y avait le pullback, si la tendance elle devait être terminée, ici il fallait aller légèrement plus bas pour purger les vendeurs. Donc je vois pas cette structure de baisse terminée. Et par contre, je vois qu'on revient chercher des gaps. Donc normalement, ces gaps sont vendus. Il n'y a pas de miracle dans la bourse. Il y a des structures de prix qui normalement sont respectées. Donc là, normalement ici déjà ça devait revendre parce qu'on est sur les anciens supports. Et normalement ces supports restent résistants tant que le schéma n'est pas fini. Donc là, on est pour moi dans des schémas irrationnels. On est en daily, c'est-à-dire sur du swing. Normalement, le swing n'est pas irrationnel aussi longtemps que ça, surtout quand on est dans des schémas d'hésitation, c'est-à-dire des schémas de swing, des schémas de range, et non pas donc des schémas de tendance haussière. Voilà. Moi, ce que je vois là, c'est donc des breakouts haussiers. C'est-à-dire là, on est en schéma de type breakout haussier, c'est-à-dire on est parti pour faire l'inverse, c'est-à-dire ici un schéma 1, 2, 3, 4, 5, ici comme ça. Voilà. Donc, pour l'instant, tout est magnifique. C'est ça qu'il faut se dire. D'ailleurs, là, théoriquement, j'ai même envie de dire que la vague 4, elle s'est probablement mise en place ici, c'est-à-dire que le schéma en cours, là, pour l'instant, alors c'est difficile à juger, parce qu'il faut voir si on a réussi à retracer au moins 23% ici, mais si c'est le cas, normalement, le schéma, c'est même 1, 2, 3, 4, 5, et c'est déjà fini. Voilà. Mais qu'est-ce qu'on fout avec des schémas de 5 vagues ici? On ne doit pas faire ce genre de truc. Voilà, moi je sais pas, donc je peux pas cadrer ni la Chine ni nulle part, donc je ferai. Voilà. Il y a 2-3 trucs que je peux cadrer, genre le gold, je vais pas tarder lui à le reprendre. Je pense qu'on forme bien le fameux triangle, donc je pense que sur la zone actuelle là, ça va pas être inintéressant de reprendre le gold éventuellement à l'achat, mais encore une fois, il faut trouver un time frame sur lequel c'est faisable. Peut-être qu'en horaire on va avoir quelque chose, je suis pas certain. Oui, en horaire, c'est possible, mais pour l'instant, ça demanderait encore un peu plus de baisse, et c'est pas possible parce que ça nous ferait glisser sous le triangle. Donc, pour l'instant, je ne sais pas quoi faire. Très sincèrement, ça m'arrive pas souvent de regarder les marchés et de dire je ne vois rien à faire. Pareil, le WTI, ici, il y avait une grosse zone de résistance, on l'a franchi. Voilà. Donc, il n'y a pas de vente à faire sur le WTI. Voilà. Bon, voilà, honnêtement, je ne comprends rien. La bourse, elle fait n'importe quoi depuis plusieurs mois sur le swing. Donc le swing n'est plus possible à faire alors qu'on est sur des timing swing. Donc en fait, tout le monde met ses œillères et trade à court terme sur des zones qui normalement devraient être prises en main par les traders swing, qui sont là et qui regardent en attendant que les choses soient rationnelles. Donc en fait, on a un marché qui est piloté par les robots et la liquidité de qui veut bien s'aventurer dans le casino boursier. En sachant que ceux qui s'y aventurent à très court terme, sachant bien que comme personne n'y comprend rien et que personne ne peut donc faire quoi que ce soit, vous avez que des gens qui vont essayer donc de prendre des petits risques à très court terme, sachant que là on ne peut pas faire de swing acheteur, on est bien d'accord, le mec qui achète swing ici, il sait que si ça tombe, il ne retrouvera jamais son prix avant 5 ans. Donc là c'est soit vous tradez avec la perte obligatoire derrière si ça baisse, et sèche, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de gestion du risque avec des couvertures et machin, il faudra revendre les actions que vous avez achetées si vous les achetez maintenant. Il n'y a pas de choix là-dessus. Tout le monde est conscient de ça, on soit bien d'accord. Le risque baissier est là, mais évidemment, personne ne va s'y exposer en swing. Donc, pour l'instant, on attend que les signaux arrivent, c'est-à-dire on attend que les traders à court terme foutent la paix au marché. Pour l'instant, ils ont décidé de ne pas le faire. Ce qu'on voit, c'est que de toute façon, il y a de moins en moins de gens qui tradent ce marché. Les volumes sont toujours plus anesthésiques les uns que les autres, mais ce matin, l'euphorie domine encore et toujours, c'est-à-dire que Wall Street va se diriger vers une ouverture en gap haussier. La combientième, alors attendez quand même, on va s'accrocher parce qu'il faut les compter. C'est quand même assez intéressant de voir les structures de prix. Donc là, un gros gap béant. Ok, donc celui-là, effectivement, maintenant qu'on sait qu'on a une tendance haussière, c'était un gap d'accélération, un gap de rupture. Donc rupture avec la tendance baissière ici. Ok, c'est bien, bravo. Mais alors quand même, normalement, faire tendance baissière, tendance haussière, je vous dis, ça n'arrive pas. Ça n'arrive jamais. Sauf maintenant, nouveau paradigme, ici tout est possible, la bourse aujourd'hui peut faire ce qu'elle veut. Deuxième gap ici,
donc le gap d'accélération, il a été comblé en intraday, mais on va le noter quand même. D'accord, bon celui-là, donc je ne le garde pas, il n'est pas intéressant. Qu'est-ce qu'on avait là? Hop, ici. Donc le gap d'accélération. Hop. Tac. Donc normalement celui-là il se produit après une consolidation, donc là effectivement ça traduit bien qu'on n'a pas eu cette consolidation sur les prix, mais c'est jamais très très bon signe quand ça arrive. Ici, hop, nouveau gap d'accélération, donc deuxième gap d'accélération, pareil, on aurait dû consolider, on ne consolide pas, donc on accélère, ce gap reste toujours béant. Troisième gap d'accélération, c'est quand même fort les gars, hein. Ok, et là on commence à arriver sur les gaps d'excès, d'accord, c'est-à-dire les gaps où on gap pour aller chercher les sommets. Donc là, celui-là, il était discutable, parce qu'effectivement, voilà, mais normalement, ici, il y a quand même gap d'accélération entre le niveau de clôture et le niveau d'ouverture. Gap d'épuisement, gap d'excès. Hop, il arrive là, mais eh ben non les gars, on s'en offre un de nouveau hier, enfin avant-hier, donc là c'est celui-là, hein, je vous dis, on gap sous la résistance, là l'objectif est donc d'accélérer pour terminer la tendance, c'est-à-dire les excès finaux. Bon bah évidemment ça n'a pas fonctionné sur celui-là, pour des raisons encore une fois inexplicables, je ne comprends pas l'action de prix des derniers jours, pour moi ça c'était un sommet majeur à vendre. Bon, voilà. Par contre, c'est vrai que j'aurais préféré commencer à vendre là et avoir un stop ici, tranquille, que de devoir subir tout ce merdier, avec donc des pertes déjà bien trop grosses pour pouvoir m'autoriser d'aller plus loin. Donc pour moi, deuxième gap d'excès ici, et le premier ayant été sanctionné et refermé, normalement derrière on baisse, hein. Voilà. C'est-à-dire que quand on revient chercher ce gap, normalement ça montre qu'il n'y a plus de tendance haussière et qu'il est donc le temps d'aller plus bas. Là, par contre, ce qu'on fait ici, je ne comprends pas. Voilà. C'est refaire des nouveaux gaps d'accélération. Alors peut-être que c'est pour faire comme là, c'est-à-dire comme on a fait deux gaps d'accélération, on fait deux gaps d'excès. Voilà. C'est possible, mais en attendant, soyez conscient que c'est ici le support, parce que tous ces gaps-là, on les referme, hein. Tous les gaps d'accélération sont refermés quand la tendance se termine. Donc quand ce mouvement-là sera terminé, c'est direct ici, 2638. Voilà. Donc il faut avoir ça encore une fois en tête. Ça ne veut pas dire que pour l'instant il faut absolument trader ça comme un fou, mais je pense que l'objectif c'est déjà de refermer tous ces gaps. Celui-là on le refermera que quand on sera extrêmement bear. Pour l'instant il n'y a pas réellement de raison de s'imaginer ça. Donc voilà, ce matin, 1% de hausse partout. Est-ce que ça va tenir les clôtures ce soir? Pas certain. Vraiment pas certain, puisque quand je regarde le Nikkei, ça ne m'invite pas à être super agressif, hein. On est bien là, effectivement, sous les mêmes résistances que partout. Shanghai, toujours sous résistance. Donc en fait, on tente des franchissements de court terme sur ces différents niveaux résistants. Je n'ai pas l'impression qu'ils tiennent, j'ai surtout l'impression qu'on fait des excès, et des excès non techniques, c'est-à-dire des excès que normalement on prend en gestion du risque si on n'était pas déjà dos au mur sur cette fameuse putain de gestion du risque. Donc moi je sors mes gains, sur mes pertes, pardon, doucement pour pouvoir espérer tenir un peu plus la gestion du risque. Voilà les zones que j'ai identifiées hier, je vais vous les expliquer. Donc je suis allé chercher ce qu'on appelle les high volume nodes, puisque donc le marché ici cherche du volume, au lieu de chercher des excès sous les zones de faible volume, puisqu'on les a franchis, ces zones de faible volume, hein. Donc je ne comprends pas, hein, mais normalement, ici, on doit avoir rejet de la zone là, c'est-à-dire de cette zone-là. Donc je suis allé chercher les HVN, c'est-à-dire les zones où il y a le plus de volume dans cette zone de prix. Okay, donc là, tout simplement, soit vous prenez le market profile, puisque de toute façon, cette zone n'a été traitée que là, hein, on n'est jamais allé sur cette zone avant, sinon vous preniez votre fameux outil, le fixed range, qui se trouve, pourquoi je ne le retrouve plus celui-là, on va le trouver là, voilà, le fixed range, et vous vous dites en gros, hop, moi je veux savoir comment ça, où est-ce qu'on a mis du volume dans cette zone de prix, vous prenez l'entrée et la sortie, voilà, et on attend, et voilà, donc ici, le high volume node est là, d'accord, donc ça c'est la high volume node future, on est sur le SPX 500, c'est donc là qu'on a traité le plus de volume en CFD, sur ce truc-là, enfin sur les futurs, quoi. Puisque là c'est du volume TIC, hein, donc évidemment c'est pas les volumes d'exécution CFD, c'est les volumes TIC du futur. Si on va sur le cash, vous allez voir la musique est légèrement différente, d'accord, voilà. Si on fait le même exercice sur le cash, effectivement ici on n'a pas le même niveau. Le niveau ici c'est 2896, d'accord.
Donc sur toute cette zone de prix, le cash, c'est là qu'il a exécuté le plus de volume. Le creux volume derrière se situe à 912, c'est ce qu'on a vu. Hein. C'est-à-dire de dire, ici, c'est là où normalement, si on joue mon scénario, de dire, c'est con ce qu'on fait ici, mais on vient juste chercher des volumes extrêmement vendeurs, et quand on va les trouver, derrière, c'est la grosse cartouche baissière. Moi, je vois que ça, en fait, comme logique dans ces marchés-là, c'est de dire, bon, ben, ça, on n'aurait jamais dû y retourner. Mais si on veut y retourner une dernière fois, histoire de faire les gugus, voilà les zones sur lesquelles ça se traite. Ça se traite, à mon avis, sur les zones ici où normalement les vendeurs doivent littéralement anéantir le marché sur ces prix-là. Avec du coup un stop à mettre ici sur la zone de faible volume, là où normalement, clôturer ici, c'est terminé, c'est le sommet historique derrière, donc les 913 et compagnie. Normalement, ici, c'est la zone où on ne peut pas aller. Donc ça, c'est normalement la zone de stop. C'est là où j'aurais aimé pouvoir mettre mon stop. Et c'est ce qui me gêne, c'est que je ne peux pas le faire. Voilà, c'est que ça risque d'être compliqué. J'ai essayé hier soir de le tourner dans tous les sens. Il fallait qu'il y ait une baisse et que je sorte sur support. Et je vois donc ce matin qu'on ne procure pas cette baisse, qu'au contraire on continue d'enfoncer. Le but est bien toujours de démonter les vendeurs. Ça, il n'y a rien à dire. C'est clairement la thématique du moment. La porte est fermée. Toutes les portes sont fermées, ils le savent et ils font tout donc pour sortir les derniers vendeurs. Et je vais peut-être malheureusement devoir faire partie de cette dernière purge vilaine. Mais voilà, c'est comme ça. Quand on a pris du risque, il faut accepter ce qui va avec. Et donc d'un point de vue cash, si on fait le même exercice, hein, voilà, c'est la même chose, c'est à peu près ça. Hein, donc c'est toujours cette même zone. Là, c'est donc 3 points en dessous, hein, c'est 910. Mais donc voilà ces différentes zones sur lesquelles normalement vous ne pouvez pas vous laisser glisser au-delà. Donc moi je pense que là c'est même pour ceux qui peuvent se permettre d'aller au-delà de ça, je pense que des clôtures daily au-dessus de 912, ça devient irrationnel de rester vendeur, complètement irrationnel hein, à ce stade-là. Il y a plus, de toute façon il n'y a plus de sentiment vendeur, quel qu'il soit. Normalement le dernier sentiment vendeur c'est le rejet ici, hein, c'est de dire la zone où les particuliers s'étaient gavés d'achats. Tiens d'ailleurs on va aller voir où ils en sont nos amis sur les ETF. Ça doit être assez fulgurant. Ça doit être funky, tiens. Alors. Qu'est-ce que c'est que ce merdier? On s'en fout. Alors. Qu'est-ce que c'est que ce trip? D'accord. Toi, je te veux là-haut. Et ça. Ah oui, ok. Advance and Decline. Ça, on s'en fout. Alors, les volumes d'ETF. Ah, oh, c'est intéressant. Alors non, c'est pas du tout ça que je voulais faire. Ça, c'est l'oscillateur. Tu reviens là. Et voilà, ils sont là, nos amis avec les ETF. Non plus. ETF et SSPX. Non, ça, c'est l'oscillateur. Putain, je vais y arriver, hein. Et donc, du coup, c'est celui-là. Voilà, ETF Supply Demand. Il faut que j'arrive à te caler. Voilà. Hein, donc, sans surprise, nos achats d'ETF sont donc à des niveaux complètement stratosphériques. Donc là, on est à 45 000 alors que le précédent sommet était donc à 30 000. Donc on est 10% au-dessus des sommets historiques en volume d'achat d'ETF alors qu'on est toujours sous ces sommets historiques. Pour l'instant, sur les prix, donc est-ce que les traders particuliers anticipent la tendance ou est-ce qu'ils se plantent grave? C'est la question que je vous pose. Moi, je ne sais pas, mais je ne mise clairement pas dans leur sens à eux, mais bien contre eux. Et évidemment, j'attends que tout ça, ça s'effondre. Alors, c'est de l'anticipation, ce qui fait que c'est gênant et c'est dû à une gestion du risque. Enfin, c'est conditionné à une gestion du risque qui, pour l'instant, pour moi, se passe pas très très bien. Côté VIX, donc évidemment, on voit bien toujours hein, donc ce schéma un peu foufou. Donc le VIX ne montre pas le moins de signe de faiblesse. D'ailleurs, on est à 13 ce matin. On va aller voir en intraday. Donc toujours pas de réponse au niveau du risque. Les junks n'ont pas encore franchi les résistances, mais ils aimeraient franchement le faire. Mais pour l'instant, c'est pas fait. Hein. Donc tout devra se faire en même temps. Hein. C'est-à-dire que le nouveau sommet historique du S&P 500, c'est la détente sur les junks. Et moi, je pense que c'est quand même un peu dangereux de faire tout ça. Ah tiens d'ailleurs, le Bund repasse en taux positif, tiens, enfin à zéro. Hein. Donc
qu'effectivement, peut-être qu'on sort de la phase de risque. Mais bon, quand vous avez des taux toujours à 0 sur du 10 ans allemand, normalement, ça veut dire que le risque, on le voit toujours. Hein. Donc, il faut faire très très attention à ça, ces perceptions du risque. Allez, on va faire un tour sur les autres actifs après, parce qu'il faut qu'on parle de AUD-NZD ce matin, et on va terminer sur le VIX. Je vais regarder ça. Donc, ok, les mecs n'ont peur de rien. Donc on ne tient pas le support précédent, hein, c'est-à-dire ce qu'on avait fait hier, non, même pas de conso, même pas de la moindre cassure de résistance. Donc le VIX, c'est toujours le calme plat et tranquille. On est donc en débordement des contextes horaires. Normalement ici on va trouver des acheteurs, mais bon, comme je vous dis, la technicité en ce moment, on s'en bat les couilles. Il faut rêver et il faut continuer dans le rêve, c'est l'essentiel. Pour un succès total sur les marchés financiers. Donc, hein, toujours pareil, moi je reste très prudent face à ces mouvements, je n'y vois aucune légitimité et je ne veux pas en faire partie. Donc, on arrive sur le canal de tendance en daily sur l'AUD-NZD. L'objectif pour moi c'est qu'on le casse, hein, c'est-à-dire que pour moi cette tendance c'est fini, donc normalement on doit casser ça et au-dessus essayer de commencer à dire là on a une zone de très faible volume à 1,06, je pense qu'il y a un TP à faire dans la zone intermédiaire. Pour ceux qui veulent, moi je m'en fous, je ne fais rien de tout ça. Voilà. S'il y a pullback, je prendrai évidemment un petit renfort sur le pullback. J'ai fait mon travail sur la UDNZD. Je parle ici pour ceux qui tradent à un petit peu plus court terme. Notez donc la zone de faible volume ici. Dites-vous que dans cette zone-là, un signal vendeur sur les UT 4 heures du coup, quand un signal vendeur là-dedans, je pense que ça justifiera une petite prise de profit pour ceux qui veulent jouer la gestion du risque. C'est-à-dire ici, j'achète, je prends des profits, je rachète, voilà. Moi, je ne fais plus rien. La UDNZD, c'est le seul paire qui me rapporte du pognon en ce moment. Donc, il est hors de question que je me fasse la malle. Donc, j'attends sagement, bien sagement, que la rationalité revienne sur les marchés, puisque c'est un coup en haut, un coup en bas, partout. Donc là, ça y est, l'euro-dollar, après avoir essayé d'invalider, au final, revient sur le plus bas, donc double bottom, hein, peut-être à voir sur la UDNZD, sur le euro-dollar. GBP, un coup en haut, un coup en bas, parce qu'on ne sait pas, on ne peut plus rien lire. Donc c'est toujours un foutoir magistral partout. Mais il n'y a bien qu'un seul marché qui a une vision parfaite de la réalité, c'est Wall Street, hein, puisque il n'y a pas de doute, le volat est à 13, il n'y a pas d'inquiétude. Par contre, là, je note donc qu'aujourd'hui, la volat baisse plus vite que la volatilité sur la volatilité, mais que la volatilité sur la volatilité, c'est quand même offert un nouveau plus bas par rapport au 21 mars. Donc, ça suit ce qu'on avait ici. Hein. Pardon, ça ne suit pas ce qu'on a là. Qu'est-ce que ah oui, d'accord. Pourquoi j'ai mis des bougies de 4 heures, moi? On va se remettre en daily. Voilà, donc sur le VVIX, hein, pour l'instant, on est toujours donc dans un schéma ascendant, mais voilà, ce support-là, on essaye de le mettre un peu à mal. Vous voyez que la ligne de tendance n'est pas respectée. Parce qu'évidemment, ici, on est sur des facteurs qui ne plaisent pas à Wall Street. Donc, il faut casser toute tentative vendeuse. Par contre, la résultante, c'est des trucs comme ça. Hein. Moi, j'ai aucun doute sur le fait que tout ça, c'est la suite. C'est-à-dire que malheureusement, on a beau faire ce qu'on veut, ça ne passe pas. Voilà. Donc, pour l'instant, soyez conscients, les mecs tradent toujours plus débiles, c'est-à-dire on trade plus. La volatilité, c'est plus drôle maintenant, il y a trop de monde qui commence à s'y mettre. Et les volumes augmentent, donc c'est pas bon. Voilà, il y a trop de gens qui tradent le VIX dans des volumes, encore une fois, microscopiques comparés au sous-jacent. Hein, mais voilà, il y a beaucoup trop de gens qui spéculent sur le VIX. Allons spéculer sur le VIX du VIX. C'est la thématique du genre, c'est la nouvelle mode. Hein, donc les volumes sur le VVIX commencent à augmenter également. Donc toujours pareil, les mêmes procédés mis en place qu'en 2008. Gestion du risque à toujours plus court terme. Dérivés de produits dérivés, de produits dérivés, de produits dérivés, de produits dérivés, pour toujours trouver des poches de risque où il n'y a pas les autres, pour ne pas se faire coincer. Et puis, au bout d'un moment, ça va chier. Voilà, je préfère être franc. Moi, je pense qu'il y a un truc qui va coincer quelque part, et on se rendra compte évidemment qu'on ne peut plus rien faire si ce n'est se diriger rapidos vers la porte de sortie. La question, c'est qu'une fois dirigé vers la porte de sortie, où est-ce qu'on va retrouver les supports?
Moi, c'est ça qui me pose problème, c'est de dire, voilà, il y aura probablement des petits supports ici qui serviront de gestion du risque, c'est-à-dire que les vendeurs ici vont probablement sécuriser les gains, mais je pense que, sincèrement, moi, en tant que vendeur, ici, je ne prendrai pas plus de 20% de gains, hein, voilà. 20, 25 grand maximum, et je pense sincèrement que c'est tout ce qu'on aura. Et 25% de prise de profit, ça peut conditionner que 20% de retracement. C'est-à-dire que si on doit baisser ici, et qu'il n'y a que des vendeurs qui prennent des profits, qui prennent que 25% de leur position, généralement on retrace 25%. Hein, voilà. C'est-à-dire on peut très bien faire un truc comme ça. Voilà. Donc faites très attention à ceux qui se disent il y aura des pullbacks et tout ça. Si on devait baisser et qu'on devait vraiment baisser fortement et accélérer, il y aura moyen de re-rentrer dans le machin. Moi je vous dis non, il n'y aura aucun moyen. Si l'objectif c'est de baisser et de partir vers des schémas récessifs, on ne remontera plus. Voilà. C'est la dernière fois que vous avez des prix extrêmement attractifs. Après, il faudra suivre des tendances qui, évidemment, vous l'avez bien compris, se déclencheront très vite. C'est-à-dire que ça partira fort pour que vous soyez obligé de suivre ces tendances. Et évidemment, après, il faudra soit rattraper les miettes, c'est-à-dire se contenter de grappiller les miettes dans la tendance baissière. Si vous voulez en profiter, malheureusement, il faut prendre les risques actuellement. Et Wall Street vous montre bien qu'il n'a pas vraiment envie que vous fassiez ça. Allez, je vous laisse, je vous souhaite donc une agréable journée, pas d'intraday malheureusement, donc pour les raisons que je vous explique, malheureusement c'est ça. Je vois rien, je ne peux pas trader un marché en ayant une conviction opposée. J'ai une conviction forte, très très forte. Alors elle peut être malmenée à horizon quelques semaines, hein, mais voilà, pour moi j'attendais le signal de prix en hebdo, il est là. Tout ce qui se passe depuis me semble totalement irrationnel, mais c'est là, c'est devant moi, je ne peux que le supporter. Je ne peux toujours pas lui trouver de cadre, c'est-à-dire qu'il faut que je vois où est-ce qu'on va donner le prochain signal vendeur, comme on l'avait fait là, pour dire, ok, c'est là que les vendeurs se positionnent, donc le schéma, c'est peut-être ça. Puisque là, pour l'instant, mis à part dire, voilà les zones qu'on va aller viser, qui sont donc plus hautes, je ne peux rien faire d'autre. Je vois très bien les zones qu'on cherche à aller atteindre sur le S&P 500. Elles ne font aucune logique, d'accord ? C'est aller tester des zones pour voir la réaction, hein, c'est l'intérêt. Mais voir les réactions vendeuses, on les avait déjà vues là, on les avait déjà vues là. Donc pourquoi on teste d'aller toujours plus haut ? Mais un jour, on va trouver. Voilà. Le jour où on va trouver les vendeurs, normalement, ça va saigner. Mais est-ce que c'est aujourd'hui, est-ce que c'est demain, est-ce que c'est dans 3-4 jours ? Je n'en sais strictement rien. Notez donc qu'aujourd'hui, on a la BCE cet après-midi, qu'on est d'ailleurs... Ah, tiens, voilà, ça c'est intéressant. Donc on verra bien, hein, mais donc là, momentum suracheté, à l'approche après des cassures de résistance. Je dirais à la limite, la structure de biseau, ici, c'est tout ce qu'on peut essayer de voir, hein, à Wall Street. Je pense que tout le monde l'a vu, ce biseau. Donc il revient à dire, on va voir comment les prix réagissent dans ce biseau. Voilà, si on devait sortir par le bas du biseau, faites toujours attention à ne pas vous faire enfler par le coup du canal. C'est-à-dire qu'il ne faudra pas être ultra bear quand on sort du biseau, parce qu'ils vont forcément essayer de sauver le canal d'abord. Mais après, normalement, une fois qu'on sort de ça, c'est là que les mauvaises choses commencent à arriver. Alors si on sort de là d'un coup, hein, c'est encore mieux. C'est-à-dire que si c'est une seule bougie qui nous ramène là, comme ça, là, bam, comme on faisait à l'époque, ouais, les grosses bougies où ça décroche d'un coup, là c'est cool parce que ça marquera bien le sentiment vendeur. Hein, c'est-à-dire qu'ils vont essayer de grappiller 2 jours et puis on sortira. Ok ? Donc moi c'est ce que j'aimerais bien dans les prochains jours, donc retrouver un petit pic de volate. Plus on se rapproche du 15 avril, normalement, plus on devrait avoir ce risque palpable. Pour l'instant, on ne voit donc rien puisque la volatilité inscrit aujourd'hui un nouveau plus bas. Pour ceux qui veulent trader à faible risque, moi de toute façon je ne refais rien tant qu'en daily on ne fait pas un avalement haussier sur la volate. C'est-à-dire que là, dès qu'on fera un avalement haussier volate, ou au moins une clôture haussière de la volatilité, je pourrais me dire, waouh, enfin on a au moins des vendeurs dans le marché, ou on a au moins un sentiment de gestion du risque. Pour l'instant, c'est que de l'arrachage haussier. En intraday, c'est de dire aujourd'hui on a réussi à atteindre ça, les vendeurs ne sont toujours pas sur ce niveau puisque les prix ne baissent pas, donc demain on va essayer d'aller chercher le niveau suivant et puis demain le suivant et le suivant et le suivant. C'est ça la mécanique. Voilà. Donc moi je ne veux pas y participer puisque je pense que le jour où on va trouver les vendeurs ça va faire très mal et que je ne veux certainement pas être exposé à l'achat ce jour-là. Tout simplement parce que ça peut être un catalyseur. C'est-à-dire que la journée peut commencer très belle comme celle d'aujourd'hui, sur le S&P 500. On peut se dire qu'on commence comme ça sur une journée magnifique. Ça commence bien et puis on ne sait pas, il y a une news qui tombe et bim, vous vous prenez ça dans la gueule. Et là malheureusement, j'aime autant vous dire que si vous avez joué le pullback ici, que vous êtes à break-even et que c'est une news et qu'il n'y a pas la liquidité que vous faites exécuter là, ça fait mal. Voilà. C'est ça qu'il faut comprendre, c'est que tout est affaire de taille de position. Après, vous pouvez faire des micro-lots en intraday, gagner 20 balles par-ci, 20 balles par-là. Vous pouvez le faire, moi je m'en fous. Ça ne m'intéresse plus de faire ça. Je le faisais avant, maintenant je ne le fais plus. Voilà.
Donc c'est surtout pour que vous compreniez, hein, c'est pas que je suis en lutte avec le marché en ce moment, alors je le suis, mais c'est ce qu'on appelle la gestion du risque, je suis pas en lutte, voilà, c'est pas je dis je vais avoir raison, le marché va avoir tort, et ça va forcément tomber, quoi qu'il arrive. Non, non, c'est juste que je pense que les risques sont énormes, et que du coup je pense sincèrement que ça va tomber pour une mauvaise raison ou une bonne raison, je m'en fous. Mais que ces schémas de prise de risque court-termistes ne sont effectivement que court-termistes et qu'il faut pouvoir les absorber si vous en avez la possibilité. Donc vous voyez, hein, quand je vous avais dit que 2980, j'étais obligé de repousser mon stop parce qu'ils allaient aller le chercher, ça aurait été fait. Donc là, théoriquement, ce matin, je me serais donc fait stopper en perte maximale si je n'avais pas pris ma perte avant-hier en partiel, et donc effectivement qui me permet pour l'instant de respirer un peu. Mais pas bien plus que ça, hein. Pour l'instant, mon stop est par là, donc j'ai dit de 2008,96, et pour l'instant, je vois toujours pas les bears, donc je commence à m'inquiéter. Voilà. Donc là, typique d'une vague 4, hein, donc là c'est une vague 5. Pour ceux qui veulent faire de l'intraday à la vente, et encore une fois, je vous le déconseille, vu que pour l'instant on est dans un marché stupide. Théoriquement, là, tout débordement de ça, là, du canal résistant, c'est un excès, c'est-à-dire c'est une vente. Donc là, théoriquement, aujourd'hui, la vente, elle se fait vers la zone HVN, vers les 2885-86, pour ceux qui veulent s'y risquer. Moi, sincèrement, je suis plutôt en train de sortir mes ventes que d'en reprendre. Donc pour l'instant, je ne fais rien. Et donc ce que j'espérais hier, hein, c'était un retour sur le support dans le contexte où j'aurais pu normalement reprendre une petite perte de type 20% supplémentaire qui m'aurait normalement permis de repousser le stop à 2000. J'avais calculé, ça me montait jusqu'à 2908. Voilà, 2907,5 pour être précis. C'est-à-dire que si hier on était baissé jusque-là et que j'avais pu du coup sortir une tranche de perte ici, j'aurais pu monter mon stop derrière jusqu'à 2908. J'aurais été beaucoup plus serein. Là, malheureusement, je ne peux pas et je vous dis que je suis à 2009 et ça a plutôt intérêt à réagir sur ces HVN pour que je puisse éventuellement survivre à ce carnage boursier. Allez, à demain!